Chapitre 14. L'arme du crime. Avec plus d'énergie que de galanterie, M. Bouc déposa la dame évanouie dans le fauteuil, la tête appuyée sur la table. Le docteur Constantine appela un des serveurs qui arriva en courant. « Soutenez-la, et dès qu'elle reprendra connaissance, faites-lui avaler un doigt de cognac », recommanda le médecin. Et il courut rejoindre ses deux compagnons. Une vieille dame, qui tombait dans les pommes, le passionnait moins que la recherche de l'assassin. Quoi qu'il en fût, sa méthode se révéla d'une efficacité remarquable. Au bout de quelques minutes, Mrs. Hubbard revenait à elle et buvait à petites gorgées un verre de cognac que le serveur approchait de ses lèvres. Bientôt, la dame recouvrait l'usage de la parole. « Je ne saurais vous décrire ma frayeur. Personne dans ce train ne peut se rendre compte de ma sensibilité. J'ai toujours été très nerveuse. La vue du sang, rien que d'y penser, je me trouve mal. » Le serveur lui offrit de nouveau le verre. « Encore un peu, madame ? Vous me le conseillez ? De ma vie, je n'ai bu de vin ni de liqueur. Toute ma famille appartient à une ligue anti-alcoolique. Toutefois, comme il s'agit ici d'un médicament, elle but encore un bon petit coup. Pendant ce temps, Poirot et M. Bouc, suivis de très près par le docteur Constantine, se précipitaient vers le compartiment de Mrs. Hubbard. Tous les voyageurs du train semblaient s'être donné rendez-vous devant la porte. Le contrôleur, les traits tirés par la fatigue, les repoussait doucement. « Il n'y a rien à voir, » dit-il, et il répéta cette phrase en plusieurs langues. « Laissez-moi passer, je vous prie. » Se frayant un chemin entre les voyageurs, le ventripotent M. Bouc, suivi de ses deux compagnons, pénétra dans le compartiment. « Ah, je suis heureux de vous voir arriver, monsieur, » dit le contrôleur avec un soupir de soulagement. Tout le monde voulait entrer. La dame américaine poussait de tels cris que je la croyais entre les griffes d'un assassin. Je me suis précipité et elle était là, seule, qui hurlait comme une démente. Elle voulait vous voir. Elle s'est sauvée en criant à tue-tête qu'elle avait trouvé un couteau. Avec un geste de la main, il ajouta : « Il est là, monsieur. Je n'y ai pas touché. » À la poignée de la porte donnant accès au compartiment voisin était suspendu un sac en tissu caoutchouté à carreaux blancs et noirs. Juste au-dessous, à même le parquet, à l'endroit où Mrs. Hubbard l'avait laissé échapper de sa main, on voyait un poignard à lame droite et effilée. Un article de bazar, imitation de dague orientale, aux manches damasquinées. Des taches rougeâtres en maculaient la lame. Poirot le ramassa. « Il n'y a pas d'erreur possible. Voici bien l'arme du crime. Qu'en pensez-vous, docteur ?» Le docteur Constantine examina le poignard sans trop oser y toucher. « Inutile de prendre tant de précautions, docteur. On n'y découvrira pas d'autre empreinte digitale que celle de Mrs. Hubbard. » Après un moment, le docteur déclara : « Cette arme a pu produire n'importe laquelle des blessures relevées sur le cadavre. »« Je vous en supplie, ne dites pas cela. » Le docteur parut étonné. « Nous ne constatons déjà que trop de coïncidences dans cette affaire. 2 personnes ont décidé de tuer Mr. Ratchett hier soir. Il serait vraiment surprenant qu'elles eussent choisi des armes identiques. » Quant à cela, la coïncidence n'est pas aussi étrange qu'on pourrait le croire.
Ces simili-dagues orientales sont expédiées par milliers au bazar de Constantinople. Vous me rassurez un peu, rien qu'un peu. Poirot observa longuement la porte devant lui, puis, enlevant le sac à éponge, il saisit la poignée. La porte ne bougea pas. À 30 centimètres au-dessus de la poignée se trouvait le verrou fermé. Il le tira et tenta d'ouvrir encore. La porte ne remua pas davantage. « Nous avons poussé le verrou de l'autre côté. Vous en souvenez-vous » dit le docteur. « En effet, » fit Poirot d'un air distrait. Le sourcil froncé, il semblait penser à autre chose. « Cela corrobore vos premières constatations » annonça M. Bouc. « L'homme s'enfuit par ce compartiment. En refermant la porte, il pose la main sur ce sac à éponge. Il lui vient à l'esprit d'y fourrer une arme sanglante. Ignorant qu'il a réveillé Mrs. Hubbard, il sort par l'autre porte dans le couloir. » Oui, c'est bien ainsi que les choses ont dû se passer. Cependant, Poirot gardait un air perplexe. « Qu'y a-t-il » lui demanda M. Bouc. « Vous ne paraissez pas convaincu. » Poirot lui lança un rapide coup d'œil. « Rien ne vous choque ici ?»« Non, bien sûr. C'est un mince détail. » Le contrôleur avança la tête dans le couloir. « Voici la dame américaine qui revient. » Le docteur Constantine parut un peu embarrassé. Il avait traité Mrs. Hubbard de façon plutôt cavalière. Pourtant, elle ne lui adressa aucun reproche. Son énergie mentale se concentrait sur un autre sujet. « Je sais d'avance, je vais tout de suite vous dire que je ne reste pas une minute de plus dans ce compartiment, » déclara-t-elle. « Vous m'offrirez 1 million de dollars que je n'y dormirai pas cette nuit. » « Voyons, madame, je sais d'avance ce que vous allez me raconter, mais je vous préviens que je ne vous écouterai pas. Je préférais passer la nuit dans le couloir. » Elle se mit à pleurer. « Ah, si ma fille me voyait en ce moment, si elle... » Poirot l'interrompit d'une voix ferme. « Vous interprétez mal nos intentions, madame. Votre désir est des plus légitimes. On va donner des ordres pour que vos bagages soient immédiatement transportés dans un autre compartiment. » Mrs. Hubbard abaissa son mouchoir. « Ah, tant mieux! Quel soulagement! Mais le wagon est complet, à moins qu'un de ces messieurs... » Monsieur Bouc intervint. « Vous allez changer de voiture, madame. On va transporter vos bagages dans le wagon-lit qui a été accroché à la gare de Belgrade. »« Ah, je vous remercie infiniment, monsieur. Déjà, je suis d'une nervosité extraordinaire. Sentir la présence d'un cadavre de l'autre côté de la cloison, il y a de quoi perdre la tête. » Elle frissonna violemment. « Michel, » ordonna M. Bouc, « veuillez transporter ces bagages dans un compartiment libre du wagon d'Athènes-Paris. »« Bien, monsieur. Le même que celui-ci, le numéro 3 ?»« Non, » s'interposa Poirot, avant que son ami pût répondre. « Mieux vaudrait donner à madame un numéro différent, le numéro 12, par exemple. »« Entendu, monsieur. » Le contrôleur saisit les bagages. Mrs. Hubbard se tourna vers Poirot et se confondit en remerciements. « J'apprécie fort votre bienveillance et votre délicatesse. Soyez-en certain, monsieur. »« Ce n'est rien, madame. Nous vous accompagnons pour voir si vous êtes confortablement installée. » Escortée par les 3 messieurs, elle gagna son nouveau gîte et promena autour d'elle un regard satisfait. « C'est parfait !»
N'est-ce pas, madame? Ce compartiment est d'ailleurs identique à celui que vous venez de quitter. Oui, sauf qu'il est tourné en sens inverse. Mais dans ces trains, cela n'a aucune importance. J'ai dit à ma fille, je veux une place face à la locomotive. Elle m'a objecté. Voyons, maman, à quoi bon te tracasser? Quand tu te couches, la voiture va dans une direction et à ton réveil, elle marche dans l'autre. Et c'est la stricte vérité. En effet, la nuit dernière, quand nous sommes entrés à Belgrade, j'étais assise dans le sens de la marche et, en sortant de la gare, je me retrouvais dans le sens inverse. Cette fois, vous voilà satisfaite, madame? Pas entièrement. Nous sommes là, bloqués par la neige et personne ne s'occupe de nous en sortir. Et dire que mon bateau part après-demain. Nous sommes tous logés à la même enseigne, fit observer Monsieur Bouc. Je n'en doute pas, mais je suis la seule à avoir reçu cette nuit la visite d'un assassin. Ce que je n'arrive pas encore à m'expliquer, madame, dit Poirot, c'est la façon dont cet homme a pu pénétrer dans votre compartiment si la porte de communication était verrouillée, comme vous l'affirmez. Êtes-vous bien certaine que la porte était verrouillée? Oh, oui! D'ailleurs, la demoiselle suédoise a essayé devant moi de l'ouvrir. Reconstituons la scène si vous le voulez bien. Vous êtes couché dans votre lit, vous ne pouvez voir le verrou. Non, à cause de mon sac à éponge. Mon Dieu, il faudra que j'en achète un autre? La seule vue de ce sac me donne la chair de poule. Poirot prit le sac et le suspendit à la porte de communication entre le compartiment de Mrs. Hubbard et le compartiment voisin. En effet, remarqua-t-il, le verrou est placé au-dessous de la poignée et se trouve masqué par le sac. De votre lit, vous ne pouviez vous rendre compte si le verrou était mis. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. La demoiselle suédoise, debout entre vous et cette porte, mania la poignée et vous assura que la porte était verrouillée. C'est exact. Elle a pu se tromper, madame. Ce verrou n'est en somme qu'un loquet. Il est nécessaire de le mettre dans la position fermée si l'on tient à empêcher le voyageur du compartiment contigu d'entrer. Il est possible que Miss Olson ait manœuvré la poignée, mais le verrou étant poussé dans l'autre compartiment, elle aura cru que de votre côté, il l'était également. Ce serait vraiment stupide de sa part. Madame, la bonté et l'intelligence ne vont pas toujours de pair. Évidemment. À propos, en vous rendant à Smyrne, avez-vous suivi le même itinéraire qu'au retour? Non, j'ai pris le bateau jusqu'à Stamboul où un ami de ma fille, Mr. Johnson, un homme charmant, je voudrais bien que vous le connaissiez, vint à ma rencontre et me fit visiter la ville, qui m'a bien déçue, par parenthèse. Quant aux mosquées, où il fallait fourrer ses souliers dans des espèces de sandales, où en étais-je donc? Vous parliez de Mr. Johnson. Ah oui! Il me conduisit ensuite à un bateau des messagiers françaises en partance pour Smyrne, où mon gendre m'attendait au quai. Que va-t-il dire quand je lui raconterai tout ceci dans ma prochaine lettre? Ma fille prétendait que j'aurais moins d'ennuis en voyageant par chemin de fer. Comment pourrais-je décommander ma cabine sur le paquebot? Oh, c'est affreux! Une fois de plus, Mrs. Hubbard était prête à fondre en larmes. Poirot, qui commençait à s'impatienter, saisit ce moment pour lui dire « Après cette violente émotion, madame, il faut que vous remontez un peu. On va commander au serveur du restaurant de vous apporter du thé et des biscuits. » « Le thé ne me dit pas grand-chose, » gémit la brave dame. « C'est une habitude anglaise. »
Du café, si vous préférez. Vous avez besoin d'un stimulant. Ce cognac m'a un peu tourné la tête. Je boirais volontiers une tasse de café. Tout d'abord, voulez-vous me permettre de jeter un coup d'œil dans vos valises pour la forme? Pourquoi? Nous devons fouiller les bagages de tous les voyageurs. Sans vouloir vous rappeler un fait désagréable, votre sac à éponge. Grand Dieu! Vous avez raison! Je ne tiens nullement à faire une autre découverte comme celle-ci. Mrs. Hubbard ne voyageait qu'avec un minimum de bagages. Un carton à chapeau, une petite valise et un sac de voyage bien bourré. Cette visite n'eût guère demandé plus de 2 minutes si Mrs. Hubbard n'avait insisté pour qu'on admirât les photographies de ma fille et de 2 gamins plutôt laids. Les enfants de ma fille, n'est-ce pas qu'ils sont mignons? Chapitre 15. Les bagages des voyageurs. Ayant proféré quelques compliments mensongers et assuré Mrs. Hubbard qu'il allait lui faire apporter du café, Poirot prit congé et sortit en compagnie de ses 2 amis. « Nous voici bredouilles !» remarqua M. Bouc. « Où allons-nous fouiller à présent ?»« À mon avis, le plus simple serait de procéder par ordre en suivant le couloir. Commençons par le numéro 16, l'aimable Mr. Hardman. » Mr. Hardman, en train de fumer un cigare, les reçut avec la meilleure grâce du monde. « Entrez, je vous en prie, messieurs. Du moins, si vous pouvez tenir tous 3 dans un espace aussi restreint. » Monsieur Bouc expliqua le but de leur visite et le détective new-yorkais approuva cette initiative. « Parfait. Je me demande pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt. Voici mes clés, messieurs, et si vous désirez fouiller mes poches, ne vous gênez pas. Voulez-vous que je descende mes valises ? Le contrôleur s'en chargera. Michel ? Le contenu des valises de Mr. Hardman fut rapidement passé en revue. Peut-être s'y trouvait-il une quantité trop considérable de liqueur. Mr. Hardman cligna de l'œil. La douane visite rarement les bagages aux frontières, du moins si on ne fait que traverser le pays. Jusqu'ici, je n'ai eu aucun ennui. Mais à la frontière française, avant d'arriver en France, je verserai ce qu'il restera de ces bouteilles dans un flacon étiqueté lotion capillaire. Vous n'êtes point partisan de la prohibition, monsieur Hardman, observa monsieur Bouc en riant. Ma foi, j'aurais tort de dire que la prohibition m'ait empêché de boire. Vous connaissez ce qu'on appelle en Amérique le speakeasy ou cabaret clandestin? Non, je voudrais bien aller en Amérique, dit Poirot. On vous y apprendrait quelques méthodes un peu modernes. L'Europe a besoin de se réveiller, elle dort à moitié. Certes, j'admire l'Amérique, le pays du progrès, mais j'avoue préférer mes compatriotes aux femmes américaines. La jeune fille belge ou française surpasse en charme et en finesse celle des autres nations. Hardman se tourna un instant vers la fenêtre pour contempler la neige. Il clignota des yeux. « Cette neige vous éblouit, remarqua-t-il. Vraiment, je commence à en avoir plein le dos de cette panne et de ce crime. Que faire pour tuer le temps? J'aimerais inventer une occupation quelconque. » Voilà bien l'esprit remuant de l'Amérique, prononça Poirot avec un sourire. Le contrôleur replaça les valises et ils s'en allèrent dans le compartiment suivant. Le colonel Arbuthnot, assis dans un coin, fumait sa pipe en lisant une revue. Poirot lui exposa le motif de leur visite. «
le colonel ne souleva aucune difficulté. Il avait 2 grands sacs de voyage en cuir où tout était rangé avec un ordre tout militaire. « Le reste de mon attirail me suit par bateau », expliqua-t-il. En moins de 3 minutes, l'inspection fut terminée. Poirot remarqua un paquet de cure-pipes. « Vous employez toujours cette même marque ?»« Autant que possible. »« Ah !» Ces cure-pipes étaient identiques à celui que Poirot avait ramassé dans le compartiment de Ratchet. Le docteur Constantine en fit la remarque lorsqu'ils se trouvèrent dans le couloir. « Tout de même, » dit Poirot, « je ne puis croire à la culpabilité de cet homme. » Le compartiment voisin était celui de la princesse Dragomirov. Dès qu'ils frappèrent à la porte, la vieille dame répondit de sa voix grave et bien timbrée. « Entrez !» Monsieur Bouc, plein de déférence, prit la parole et expliqua ce qu'il désirait. « Je n'y vois pas d'inconvénient, messieurs. Les clés sont entre les mains de ma femme de chambre qui va vous aider. » « Confiez-vous habituellement vos clés à votre femme de chambre, madame ?» demanda Poirot. « Oui, monsieur. » « Et si à l'une des frontières, les douaniers demandaient à visiter vos bagages au milieu de la nuit ?» La vieille dame haussa les épaules. « C'est peu probable. Mais si le fait se produisait, le contrôleur irait prendre les clés chez ma femme de chambre. » « Vous avez une confiance absolue en cette femme. » « Je vous répète encore que je ne prends à mon service que des gens sur qui je puis compter. Il vaut souvent mieux, en effet, employer une personne simple et honnête qu'une femme de chambre mieux stylée, par exemple, quelque jolie Parisienne. » Les yeux noirs et perspicaces de la princesse Dragomirov se fixèrent sur les yeux du détective. « Qu'insinuez-vous par là, monsieur Poirot ? » ?»« Rien, madame, rien du tout. »« Si, vous pensez que je devrais avoir à mon service une élégante Parisienne ? Cela semblerait peut-être plus naturel, madame. Hildegarde m'est entièrement dévouée, et le dévouement ne s'achète pas, monsieur Poirot, » déclara la princesse en appuyant sur les mots. L'Allemande apporta le trousseau de clés. Sa maîtresse lui ordonna, dans sa langue maternelle, d'ouvrir les valises et d'aider ces messieurs dans leurs recherches. Pendant ce temps, debout dans le couloir, elle regarda méditativement la neige. Poirot s'approcha d'elle, laissant à Monsieur Bouc le soin de fouiller les bagages. « Eh bien, monsieur Poirot, vous ne vous inquiétez donc pas du contenu de mes valises ? » ?»« Oh, madame, ce n'est là qu'une formalité. »« Est-ce bien sûr ? » ?»« Oui, du moins en ce qui vous concerne. » Pourtant, j'ai bien connu Sonia Armstrong et je l'affectionnais beaucoup. Vous pensez sûrement que je n'aurais pas voulu souiller mes mains en tuant cette ignoble Cassetti ? Sans doute avez-vous raison. Elle garda le silence un instant, puis elle reprit. Savez-vous comment j'aurais aimé traiter ce monstre ? J'aurais voulu réunir tous mes domestiques et leur donner l'ordre de le rouer de coups jusqu'à ce que mort s'ensuive et de jeter son cadavre à la voirie. Voilà comment les choses se passaient en Russie dans ma jeunesse, monsieur. Poirot l'écoutait attentivement, sans proférer une parole. Brusquement, la princesse se tourna vers lui. « Vous ne dites rien, monsieur Poirot ? À quoi songez-vous donc ?» Il la regarda bien en face. « Je songe, madame, que votre force réside plutôt dans votre volonté que dans vos bras. » Elle abaissa les yeux vers ses bras minces
gainés de longues manches noires et terminés par des mains jaunes pareilles à des serres d'oiseaux. C'est vrai, je ne possède aucune force physique. Je ne sais si je dois m'en féliciter. Brusquement, elle réintégra son compartiment où sa femme de chambre remettait tout en ordre. La princesse coupa court aux excuses de M. Bouc. « Inutile, monsieur. Un crime a été commis. Certaines mesures doivent nécessairement être prises. » Elle les salua et ils s'éloignèrent. Les portes des 2 compartiments suivants se trouvaient fermées. M. Bouc se gratta la tête. « Diable, c'est affreux! Ces jeunes Hongrois voyagent avec des passeports diplomatiques et leurs bagages sont exempts de toute visite douanière. »« Il s'agit ici d'un assassinat, » observa Poirot. « Je le sais, mon ami, mais il faut à tout prix éviter les complications. » « Ne vous tracassez pas. Le comte et la comtesse se montreront tout aussi raisonnables que la princesse Dragomirov. La princesse est une grande dame. Ceux-ci appartiennent au même rang social, mais le comte n'a pas l'air commode. Avez-vous vu comme il s'est comporté quand vous avez insisté pour interroger sa femme? Cette fois, il va nous envoyer promener. Si nous les laissions tranquilles. Après tout, ces gens-là n'ont sans doute rien à voir avec le crime. Pourquoi m'attirer des ennuis inutilement? » « Je ne partage pas votre avis, » dit Poirot. « Je suis certain que le comte ne suscitera pas de difficultés. Essayons. » Sans laisser à M. Bouc le temps de protester, Poirot frappa à la porte numéro 13. « Entrez !» répondit une voix de l'intérieur. Assis près de la porte, le comte lisait un journal. La comtesse, pelotonnée dans un coin opposé, un oreiller derrière la tête, sembla s'arracher du sommeil. « Pardon, monsieur le comte, » dit Poirot. « Excusez notre intrusion. Nous procédons à la visite de tous les bagages des voyageurs. Monsieur Bouc me fait remarquer que, muni d'un passeport diplomatique, vous pouvez refuser de vous soumettre à cette formalité. » Le comte réfléchit un moment. « Je vous remercie. Toutefois, je ne tiens nullement à profiter de cette faveur et je désire qu'on inspecte mes bagages comme ceux des autres voyageurs. » Il se tourna vers sa femme. « J'espère, Héléna, que vous n'y voyez aucun inconvénient. »« Aucun, » répondit la comtesse sans hésiter. Monsieur Bouc effectua un examen rapide et superficiel dans le second compartiment, tandis que Poirot semblait dissimuler son embarras par des remarques de ce genre. « Madame, l'étiquette de cette valise est encore humide. » Il montrait à la comtesse une mallette en maroquin bleu avec des initiales surmontées d'une couronne. La comtesse ne releva point cette observation. Toute cette affaire, c'était visible, l'horripilait. Immobile dans son coin, elle regardait la neige à travers la vitre. Poirot termina son inspection en ouvrant le petit placard au-dessus du lavabo et d'un coup d'œil en vérifia le contenu. Une éponge, un pot de crème, de la poudre et un flacon dont l'étiquette annonçait « Trional ». Après un échange de remerciements et des excuses, M. Bouc et M. Poirot se retirèrent. Le compartiment de Mrs. Hubbard, le compartiment où gisait le cadavre de la victime et le compartiment de M. Poirot venaient ensuite. Puis ce fut le tour des secondes classes. Le premier compartiment des secondes était occupé par Marie Debenham, plongée dans la lecture d'un livre, et Greta Olson qui, profondément endormie, se réveilla en sursaut à l'entrée des enquêteurs.
Poirot répéta son explication. La Suédoise parut très agitée, alors que Marie Debéham conservait son calme. « Si vous me le permettez, dit Poirot en s'adressant à la Suédoise, commençons d'abord par vos bagages. Ensuite, vous serez bien aimable d'aller auprès de la dame américaine. Elle est tellement bouleversée par sa tragique découverte que nous l'avons fait changer de compartiment. Je lui ai fait porter du café, mais je crois que votre compagnie lui sera plus salutaire. » La brave femme, n'écoutant que son bon cœur, courut aussitôt vers l'américaine. Du reste, sa valise n'était point fermée à clé, sa présence n'était nullement nécessaire. Son maigre bagage fut vite passé en revue. Évidemment, elle n'avait pas encore remarqué la disparition du morceau de toile métallique dans son carton à chapeau. Miss Debéham avait posé son livre et observait Poirot. Quand il l'en pria, elle lui remit ses clés et, comme il ouvrait une des valises, elle lui dit « Monsieur Poirot, pourquoi avez-vous éloigné cette femme ?»« Pour qu'elle aille soigner cette pauvre américaine, mademoiselle. »« Un excellent prétexte, mais ce n'est qu'un prétexte. »« Je ne saisis pas, mademoiselle. »« Mais si, vous me comprenez parfaitement. » Elle sourit. « Vous vouliez me voir seule, n'est-ce pas ? » « Vous me prêtez des intentions, mademoiselle, que vous avez déjà en tête. Ne soutenez pas le contraire. Mademoiselle, un proverbe français dit « Qui s'excuse s'accuse ». C'est bien ce que vous alliez dire. Avec un brin d'observation et de bon sens, j'ai deviné que vous me soupçonniez de savoir quelque chose sur ce crime. Cet assassinat d'un homme que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Vous vous faites des idées, mademoiselle. Non, non, je sais ce que je dis. Et il me semble qu'au lieu de gaspiller votre temps, vous feriez mieux d'arriver tout droit au fait. Ah, vous préférez qu'on vous parle sans embâgage. Eh bien, je suis votre conseil et vous prie de m'expliquer le sens de certaines paroles que j'ai entendues par surprise au cours du voyage. À la gare de Konya, j'étais descendue pour me dégourdir les jambes lorsque votre voix et celle du colonel me parvinrent dans la nuit. Vous disiez « Pas maintenant, plus tard, quand tout ceci sera terminé et loin derrière nous. » Que signifiaient ces propos, mademoiselle ? Elle répondit d'un ton très calme. « Vous imaginez-vous qu'il s'agissait d'un meurtre ? Je vous le demande, mademoiselle. » Elle soupira et s'aborda un instant dans ses pensées. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle enfin, mais je ne puis vous indiquer le sens de cette phrase. Je vous affirme sur l'honneur que j'ai vu ce monsieur Ratchett pour la première fois dans le train. » « Alors, vous refusez de me donner une explication ? » ?»« Si vous le prenez ainsi, oui, je refuse. Ces paroles avaient trait à un devoir que j'avais entrepris. » »« Et ce devoir est rempli à présent ? » ?»« Comment cela ? Oui ou non ? Est-il rempli ? » ?»« Qu'est-ce qui vous porte à le croire ? » ?»« Mademoiselle, permettez-moi de vous rappeler un petit incident. Avant d'arriver à Stamboul, le train a subi un léger retard, et vous, d'ordinaire si calme et si raisonnable, vous avez perdu votre sang-froid en l'occurrence. Je ne voulais pour rien au monde manquer la correspondance. C'est votre explication. Mais, comme je vous l'ai fait remarquer, l'Orient Express part tous les jours de Stamboul, et eussiez vous-même manqué la correspondance, votre retard n'eût été que de 24 heures.
Miss Debenham témoigna quelques impatiences. Vous ne semblez pas vous rendre compte que des amis peuvent vous attendre à Londres et qu'un jour de retard bouleverse tous vos projets et vous cause d'innombrables ennuis. Ah, vous vous inquiétez parce que des amis vous attendaient à Londres. Vous ne vouliez pas les décevoir? Évidemment. C'est pour le moins curieux. Que voyez-vous là de curieux? Le train, à présent, a également du retard. Un retard considérable. Et, circonstance aggravante, impossible de prévenir vos amis par câble. Pourtant, cette fois, vous acceptez le contretemps avec un flegme admirable. Marie Debenham rougit et se mordit la lèvre. Vous ne répondez pas, mademoiselle? J'ignorais que vous attendiez une réponse. Expliquez-moi ce changement d'attitude, mademoiselle. Ne croyez-vous pas que vous faites bien des histoires à propos de rien, monsieur Poirot? Cela provient sans doute d'une déformation professionnelle. Nous autres, détectives, nous voulons que les gens placés dans des circonstances critiques réagissent toujours de la même façon. Nous ne tenons pas suffisamment compte des sautes d'humeur. Marie Debenham jugea préférable de ne rien dire. Connaissez-vous bien le colonel Arbuthnot, mademoiselle? Poirot s'imagina que ce changement de conversation ne déplaisait point à la jeune fille. Je l'ai rencontré pour la première fois au cours de ce voyage. Savez-vous s'il connaissait déjà Ratchet? Elle secoua négativement la tête. Je suis certaine que non. Pourtant, mademoiselle, nous avons trouvé un cure-pipe dans le compartiment de la victime et, parmi les voyageurs, le colonel est le seul à fumer la pipe. Il l'observait attentivement, mais elle ne trahit ni surprise ni émotion et se contenta de dire « C'est absurde. Le colonel Arbuthnot est le dernier homme au monde capable de commettre un pareil crime. » Poirot partageait à tel point cet avis qu'il allait le dire, mais il se ravisa. « Permettez-moi de vous rappeler, mademoiselle, que vous connaissez seulement depuis peu le colonel. » Elle haussa les épaules. « Oui, mais je sais suffisamment à quoi m'en tenir sur son compte. » Poirot demanda d'une voix douce. « Alors, mademoiselle, vous persistez à refuser l'explication de cette phrase quand tout ceci sera terminé? » Elle répondit d'un ton glacial. « Je n'ai plus rien à vous dire. » « Qu'à cela ne tienne, je le découvrirai bien seul. » Il salua et quitta le compartiment en refermant la porte derrière lui. « Était-ce bien prudent, mon cher ami ?» lui demanda M. Bouc. « Vous avez mis cette Péronnelle sur ses gardes et, par là même, le colonel. » « Mon cher, pour attraper un lapin, vous faites entrer un furet dans le terrier. Si le lapin s'y trouve, il s'enfuit. Voilà ma tactique. » Ils pénétrèrent ensuite dans le compartiment d'Hildegard Schmidt. La femme de chambre les reçut avec déférence, mais sans la moindre émotion. Poirot jeta un rapide coup d'œil au contenu de la mallette, ouverte sur la banquette, puis il fit signe au contrôleur de descendre la grande valise du porte-bagages. « Vos clés, mademoiselle, s'il vous plaît. »« Elle n'est pas fermée à clé, monsieur. » Poirot libéra les moraillons et souleva le couvercle. « Ah, vous souvenez-vous de ce que j'avais prédit, mon ami ?» dit-il à M. Bouc. « Regardez plutôt. » Sur le dessus de la valise s'étalait, plié en hâte, un uniforme d'employé des wagons-lits. « Hark !
s'écria l'Allemande. Cela ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui l'ai fourré là-dedans. Je n'ai pas ouvert cette valise depuis notre départ de Stamboul. Je vous le jure, messieurs, vous pouvez me croire. Le visage bouleversé, elle regardait les visiteurs. Poirot lui prit doucement le bras et la rassura. « Nous vous croyons sur parole. Ne vous inquiétez pas. Aussi sûr que vous êtes un excellent cordon bleu, ce n'est pas vous qui avez rangé cet uniforme dans cette valise. Vous faites très bien la cuisine, n'est-ce pas ?» Prise au dépourvu, la femme répondit. « Oui, mes patronnes m'ont toujours complimenté, Mais, l'air effaré, elle s'arrêta soudain, la bouche ouverte. « C'est très bien, » dit Poirot. « Calmez-vous. Je vais vous expliquer moi-même ce qui s'est passé. Cet individu, le même que vous avez croisé, vêtu de l'uniforme des wagons-lits, sortait du compartiment de la victime et comptait n'être remarqué de personne. Qu'avait-il à faire ? Se débarrasser de son uniforme qui, dès lors, était pour lui un danger. Poirot jeta un coup d'œil au docteur Constantine et à M. Bouc qui l'écoutait attentivement. « Mais il neige, et la neige dérange tous ses plans. Où cacher ses vêtements ? En passant devant une porte ouverte, il voit qu'il n'y a personne à l'intérieur du compartiment. C'est sans doute celui de la femme qu'il a rencontré dans le couloir. Il s'y glisse, enlève son uniforme sous lequel il est habillé et le fourre en hâte dans la valise placée sur le porte-bagages. « Et ensuite ?» demanda M. Bouc. « À nous de le deviner, » dit Poirot. Il déplia la tunique et il y manquait un bouton, le 3e. Poirot plongea sa main dans la poche et en retira un de ces passe-partout employés par les contrôleurs pour ouvrir les compartiments. « Voici comment l'assassin a pu ouvrir les portes fermées, » observa M. Bouc. « Les questions que vous avez posées à Mrs. Hubbard étaient inutiles. Cette clé en main, notre homme a pu s'introduire sans difficulté chez Mr. Ratchet en supposant que la chaîne de sûreté n'était pas accrochée. Après tout, s'il était assez malin pour se procurer un uniforme des wagons-lits, pourquoi pas également un passe-partout ? En effet, pourquoi pas ? Nous aurions dû nous en douter. Rafraîchissez-vous un peu la mémoire. Michel ne nous a-t-il pas dit que lorsqu'il vint répondre au coup de sonnette de Mrs. Hubbard, la porte donnant sur le couloir était fermée au verrou ? Oui, monsieur, confirma le contrôleur. Voilà pourquoi je croyais que la dame avait rêvé. Le mystère commence à s'éclaircir, continua M. Bouc. Le meurtrier avait certainement l'intention de refermer la porte de communication, mais il a pu entendre remuer dans le lit et il a pris peur. Il ne nous reste plus qu'à trouver le peignoir rouge, observa Poirot. Oui, et les 2 derniers compartiments sont occupés par des hommes. Nous les fouillerons tout de même. D'autant plus que je me souviens nettement de ce que vous avez dit. Hector McQueen se prêta volontiers à la visite de ses bagages. « Je ne demande pas mieux, » dit-il avec un amer sourire. « J'en ai assez d'être tenu pour le plus suspect parmi les voyageurs. Si le hasard vous fait découvrir un testament par lequel le vieux me lègue tout son argent, mon affaire est claire, hein ?» Monsieur Bouc le considéra d'un œil soupçonneux. « Je plaisante, » poursuivit McQueen. « Il ne m'a sûrement pas laissé un radis. Ma connaissance de 3 langues étrangères, le français, l'allemand et l'italien, lui était précieuse, voilà tout. Lorsqu'on ne sait parler que le bon américain, on est bien embarrassé hors de son pays. » Il s'exprimait plus nerveusement que de coutume. Malgré ses efforts pour paraître naturel, on sentait que cette
inquisition lui était odieuse. « Rien !» déclara enfin Poirot. « Pas même un legs compromettant. » McQueen soupira d'aise. « Me voilà rassuré cette fois, » dit-il joyeusement. « Vous venez de m'enlever un rude poids. » Dans le dernier compartiment, l'inspection des bagages du grand Italien et du domestique n'amena aucune découverte. Les 3 enquêteurs, debout à l'extrémité du wagon, s'entre-regardaient. « Et maintenant ?» demanda M. Bouc. « Retournons au wagon-restaurant, » suggéra Poirot. « Nous avons interrogé les voyageurs, examiné les bagages. Il ne nous reste plus à présent qu'à faire travailler nos méninges. » Il fourra sa main dans sa poche, prit son étui à cigarette, le trouva vide. « Je vous rejoins dans un instant, » dit-il. « Je vais chercher des cigarettes. Cette affaire devient inextricable. Qui diantre portait le peignoir rouge? Où se trouve-t-il? Quelque chose m'échappe. Le criminel a tout embrouillé à plaisir. Mais nous allons reprendre la discussion sur ce que nous savons jusqu'ici. Excusez-moi un moment. » D'un pas rapide, il se rendit à son propre compartiment. Il prit une de ses valises qui contenait sa provision de cigarettes. Il la posa à terre et l'ouvrit. Il resta un moment immobilisé par la surprise. Soigneusement plié sur le dessus de la valise, il voyait un peignoir de soie rouge orné de dragons brodés. « Et voilà !» murmura Poirot. « On me lance un défi. Eh bien, je l'accepte. » Troisième partie. Hercule Poirot s'assoit et réfléchit. Chapitre 1er. Lequel ou lesquels? Monsieur Bouc et le docteur Constantine conversaient lorsque Poirot les rejoignit dans le wagon-restaurant. Monsieur Bouc paraissait très abattu. « Le voilà !» s'écria-t-il en apercevant Poirot. Puis il ajouta, une fois son ami assis, « Si vous retrouvez le coupable, mon cher, je croirai au miracle. » « Cette affaire vous tourmente à ce point ? » ?»« Oui, d'autant qu'on ne sait plus par quel bout la prendre. »« Je suis bien de cet avis, » approuva le médecin. « À dire vrai, monsieur Poirot, je ne vois pas du tout ce que nous allons faire maintenant. » Poirot alluma une de ses minuscules cigarettes et répondit, l'air rêveur. « Pour moi, voici où réside l'intérêt de notre affaire. Privés de tout moyen d'investigation habituel, nous ne pouvons contrôler les déclarations des voyageurs. Ayons recours à notre propre intelligence. »« Tout cela est très joli, » objecta M. Bouc. « Encore faudrait-il posséder quelques données exactes qui nous serviraient de point de départ. N'avons-nous pas le témoignage des voyageurs et celui de nos yeux? L'interrogatoire des voyageurs ne nous a pas appris grand-chose. »« Pardon, il nous a renseigné sur plusieurs points. »« Ah, bah ? Je ne m'en suis guère aperçu. »« Vous n'avez sans doute pas écouté attentivement. »« Eh bien, éclairez ma lanterne. » Prenons le premier témoignage recueilli, celui du jeune McQueen. À mon sens, il a laissé échapper une phrase très significative. « Au sujet des lettres de menace ? Non, mais il nous a révélé que Mr. Ratchett voyageait beaucoup et se trouvait gêné par son ignorance des langues étrangères. McQueen a même ajouté qu'il lui servait d'interprète
plutôt que de secrétaire. Poirot observa le visage de ses deux auditeurs. « Quoi ? Vous ne saisissez pas encore ? Ah, c'est impardonnable ! Il est allé jusqu'à dire qu'on éprouvait 1000 ennuis hors de son pays lorsqu'on ne connaissait que le bon Américain. Et après ? S'exclama M. Bouc, toujours perplexe. Ah, il faut donc encore vous mettre les points sur les i. Eh bien, voici. Mr. Ratchet ne parlait pas le français. Cependant, quand le contrôleur est venu, appelé par son coup de sonnette, une voix a répondu en français qu'on avait fait erreur. En outre, cette voix s'est exprimée dans un français très usuel, non pas celui qu'emploient les gens qui n'ont que des notions rudimentaires de cette langue. Ce n'est rien, je me suis trompé. Mais oui, s'écria le docteur Constantine. Nous aurions dû nous en apercevoir. Je conçois maintenant votre répugnance à admettre l'heure indiquée par la montre comme étant celle du crime. À 1h moins 23 minutes, Ratchet était déjà mort. Et son meurtrier répondait à sa place, acheva M. Bouc. N'anticipons pas, dit Poirot. Toutefois, nous pouvons affirmer sans crainte qu'à 1h moins 23, quelqu'un d'autre que Ratchet se trouvait dans le compartiment et que ce quelqu'un était français ou parlait très couramment le français. Vous ne péchez point par manque de prudence, mon vieux. Qui va lentement, va sûrement. Rien ne me prouve de façon formelle que Ratchet était mort à cette minute-là. Vous avez tout de même été réveillé par un cri. Oui, c'est exact. Cette nouvelle découverte ne nous avance guère, déclara M. Bouc sentencieusement. Vous avez entendu du bruit dans le compartiment voisin. À ce moment, il ne s'agissait pas de Ratchet, mais plutôt de l'assassin qui lavait ses mains tachées de sang, remettait de l'ordre autour de lui et brûlait la lettre compromettante. Puis, le calme revenu dans le wagon, le meurtrier mit la chaînette à la porte extérieure de Ratchet, ouvrit la porte communicante avec le compartiment de Mrs. Hubbard et se sauva par là. En somme, c'est bien ce que nous pensions. Avec cette différence que Ratchet a été tué 1 demi-heure plus tôt et les aiguilles de la montre mises sur 1h15 pour préparer un alibi. Un alibi sans valeur, observa Poirot. Les aiguilles de la montre marquent 1h15, heure précise à laquelle le meurtrier a quitté le théâtre du crime. C'est ma foi vrai, acquiesça M. Bouc, un peu décontenancé. Que vous indique cette montre arrêtée à 1h15 ? Si les aiguilles ont été dérangées, je dis si, l'heure à laquelle on les a arrêtées doit signifier quelque chose. En ce cas, on serait tout naturellement porté à suspecter tous ceux qui fourniraient un alibi à l'heure indiquée, savoir 1h15. Ce raisonnement me paraît péremptoire, opina le docteur. Il convient également d'établir l'heure où l'assassin pénétra dans le compartiment. À quel moment eut-il l'occasion d'y entrer ? À moins d'accuser le vrai contrôleur de complicité, le faux contrôleur n'a pu s'introduire dans le wagon que pendant l'arrêt du train à Winkovsky. Après le départ du train de cette station, le contrôleur, assis à sa place habituelle, surveillait tout le couloir. Alors qu'aucun des voyageurs n'eût prêté attention à un employé des wagons-lits, le contrôleur, lui, aurait nécessairement remarqué la présence de cet intrus. Or, pendant l'arrêt du train à Winkovsky, le contrôleur était descendu sur le quai. L'autre avait donc la voie libre. Et d'après votre première conjoncture, le coupable ne peut être qu'un des voyageurs. Lequel ?
Poirot esquissa un sourire. « J'ai pris des notes. Si vous voulez bien les consulter, elles rafraîchiront vos souvenirs. » Le docteur et M. Bouc examinèrent ensemble une liste où chaque voyageur figurait dans l'ordre où avait eu lieu son interrogatoire. Hector McQueen, nationalité américaine, couchette numéro 16, seconde classe. Mobile, pouvant provenir de ses rapports avec la victime. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, de minuit à 1h30, alibi confirmé par le colonel Arbuthnot et de 1h15 à 2h par le contrôleur. Témoignage accusateur. Aucun. Circonstances suspectes. Aucune. Pierre Michel. Employé. Citoyen français. Mobile. Aucun. Alibi. De minuit à 2 heures du matin, vu par HP dans le couloir au moment où une voix se faisait entendre du compartiment de Ratchet à minuit 37. De 1h du matin à 1h16, alibi certifié par les 2 autres contrôleurs. Témoignage accusateur, aucun. Circonstances suspectes, l'uniforme des wagons-lits découverts dans les bagages de Miss Olson plaide en faveur de cet homme, car on s'en est servi en vue de jeter le soupçon sur lui. Edward Masterman, sujet anglais, couchette numéro 4, seconde classe. Mobile, pouvant provenir de ses rapports avec la victime dont il était le valet de chambre. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, alibi confirmé par Antonio Foscarelli. Témoignage accusateur ou circonstances suspectes. Parmi les voyageurs, il est le seul de la taille voulue pour porter l'uniforme des wagons-lits trouvés dans les bagages de la femme de chambre. D'autre part, il est peu probable qu'il parle couramment le français. Mrs. Hubbard, citoyenne américaine, couchette numéro 3, première classe. Mobile, aucun. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, aucun. Témoignage accusateur, aucun. Circonstances suspectes, aucune. Observation. L'histoire de l'homme dans son compartiment est confirmée par le témoignage de Hardman et celui de la femme Schmidt. Greta Olson, nationalité suédoise, couchette numéro 7, seconde classe. Mobile, aucun. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, alibi ratifié par Marie Debeham. Nota, dernière personne qui ait vu Ratchet en vie. Princesse Dragomirov, naturalisée française. Couchette numéro 14, première classe. Mobile, intimement liée avec la famille Armstrong, elle est la marraine de Sonia Armstrong. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, alibi certifié par le contrôleur et la femme de chambre. Témoignage accusateur, aucun. Circonstances suspectes, aucune. Comte Adrenii, nationalité hongroise, passeport diplomatique, couchette numéro 13, première classe. Mobile, aucun. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, alibi confirmé par le contrôleur, sauf entre 1h et 1h15. Comtesse Adrenii, comme ci-dessus, couchette numéro 12, mobile, aucun. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, a pris du Trional et a dormi. Certifié par son mari. Flacon de Trional dans son placard. Colonel Arbuthnot, nationalité anglaise, couchette numéro 15, première classe. Mobile, aucun. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, a parlé avec McQueen jusqu'à 1h30, rentra dans son compartiment et ne le quitta plus. Certifié par McQueen et le contrôleur. Témoignage accusateur, aucun. Circonstances suspectes, cure-pipe. Cyrus Hardman, citoyen américain, couchette numéro 16, première classe. Mobile, pas de mobile connu. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, n'a pas quitté son compartiment. Confirmé par McQueen et le contrôleur.
Témoignage accusateur, aucun. Circonstance suspecte, aucune. Antonio Foscarelli, citoyen américain d'origine italienne, couchette numéro 5, seconde classe. Mobile, pas de mobile connu. Alibi, de minuit à 2 heures du matin. Alibi confirmé par Edward Masterman. Témoignage accusateur, aucun. Circonstance suspecte, aucune, sinon que l'arme choisie par l'assassin pourrait convenir à son tempérament. Voir Monsieur Book. Marie Debeham, nationalité anglaise, couchette numéro 6, seconde classe. Mobile, aucun. Alibi, de minuit à 2 heures du matin. Alibi confirmé par Greta Olson. Témoignage accusateur, aucun. Circonstance suspecte, conversation surprise par HP et que Miss Debeham se refuse à expliquer. Hildegard Schmidt, nationalité allemande, couchette numéro 8, seconde classe. Mobile, aucun. Alibi, de minuit à 2 heures du matin, alibi confirmé par le contrôleur et la princesse Dragomirov. Elle alla se coucher. Vers minuit 38, fut réveillée par le contrôleur et s'en rendit auprès de la princesse Dragomirov. Remarque, la déposition des voyageurs corrobore l'attestation du contrôleur sur ce point que nul m'a pénétré dans le compartiment de Mr. Ratchet où n'en est sorti entre minuit et 1 heure, heure à laquelle le contrôleur est allé dans la voiture suivante et de 1h15 à 2h. Ce document, expliqua Poirot, n'est qu'un simple résumé de l'interrogatoire disposé de cette façon pour plus de compréhension. Monsieur Book le lui rendit en faisant une grimace. Ce n'est guère éblouissant. Peut-être estimez-vous ce questionnaire plus à votre goût. Avec un léger sourire, Poirot tendit une autre feuille de papier.